Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 18 février et à la une de cette édition, l'agriculture. Expliquer aux propriétaires de terrains agricoles qu'ils peuvent louer leur terrain. Voilà le but de la conférence qui s'est tenue ce matin au lycée agricole de Coconi. En effet, les jeunes agriculteurs de l'île ont de plus en plus de mal à trouver des terrains pour installer leur culture. Un frein au développement de la production agricole de l'île qui possède cependant un bel avenir devant elle. Un reportage signé Paul Arthur Avit. L'agriculture sur Mayotte est marquée par de nombreux problèmes. Beaucoup de terrains ne sont pas enregistrés dans les registres cadastres et n'ont donc pas de propriétaires aux yeux de l'État. D'autres sont occupés illégalement et certains terrains dont les propriétaires sont reconnus légalement ne sont pas utilisés. Des freins au développement de l'agriculture, en particulier pour les jeunes agriculteurs sortant de l'école. Ce matin, on s'est réunis pour parler d'une action sur la communication du foncier. Donc les objectifs fixés, c'est vraiment de communiquer au grand public, notamment auprès des propriétaires de terrains agricoles privés, pour qu'ils puissent prendre conscience qu'il faut louer leur terrain aux jeunes agriculteurs, parce qu'il y a un gros manque en matière de foncier pour les agriculteurs, les jeunes agriculteurs. En effet, énormément de terrains à vocation agricole sur l'île aux parfums ne sont pas utilisés. Un déficit pour l'économie de l'île, un frein pour les jeunes agriculteurs et la porte ouverte à l'occupation illégale des terrains. Aujourd'hui, c'est vraiment expliquer le propriétaire foncier qui peut louer et comment il peut louer et à quel montant il peut louer. Donc là-dessus, on a fait un travail avec les différents partenaires, donc les PFAM, le conseil départemental, le réseau rural et les autres partenaires. Mais là, au jour d'aujourd'hui, ça reste quand même la volonté du propriétaire une fois qu'il est au courant, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas obliger un propriétaire à louer son terrain. Ça reste quand même une entente, un compromis, mais moi je pense, en tant que jeune agriculteur, l'agriculture à Mayotte a du potentiel, encore faut-il qu'on puisse travailler. Un travail qui n'est pas possible à cause du foncier. Plusieurs points d'accueil seront installés sur l'île durant les prochains mois pour accueillir propriétaires et futurs locataires de terrain. Pour plus d'informations, contactez le 06 39 63 33 39. Et agriculture, toujours Mayotte accueille actuellement Pierre-Étienne Biche, préfet et délégué interministériel au plan de sortie du glyphosate et au plan de réduction des pesticides. Ce dernier fait le tour des départements et régions de France. Sa venue à Mayotte coïncide avec la campagne de collecte des déchets phytosanitaires sur le territoire. Sa mission est celle des ingénieurs qui l'accompagnent, conseiller les professionnels de l'agriculture sur les manières de réduire l'utilisation de produits chimiques. Au montage, Leslie Vimenet. Pierre-Étienne Biche fait un tour de France des départements et régions. Mayotte est le premier département outre-mer qu'il visite afin de conseiller les professionnels de l'agriculture. Je suis missionné par 4 ministères en même temps, agriculture, environnement, santé et enseignement supérieur pour la recherche, pour le volet recherche. Donc on fait des comptes rendus de tout ça et on fait des recommandations et on est en discussion avec les services territoriaux de l'État, en particulier ici la DAF, et parce que ce sont ces services-là qui mettent en œuvre toute cette politique. Donc on les accompagne, on les stimule, on dialogue, on corrige. J'ai auprès de moi, d'ailleurs ils sont dans le studio, 2 ingénieurs généraux, un spécialisé dans les questions d'environnement et un autre spécialisé dans les questions agricoles et agronomiques. Moi, je suis plutôt un généraliste, si vous voulez, un homme de contact. Ils sont aussi des hommes de contact. Et donc, ensemble, on fait une équipe, si vous voulez, qui a aussi une culture scientifique et on ne dit pas n'importe quoi. Donc, on essaie des bons conseillers, des conseillers éclairés. Et derrière ces collègues qui sont avec moi, il y a tout le background des scientifiques dans les ministères qui nous aident. En France métropolitaine, le plus gros de sa mission consiste à favoriser le plan de sortie du glyphosate. Néanmoins, à Mayotte, ce produit n'est que peu utilisé, à l'inverse des pesticides qui sont parfois pulvérisés dans des proportions qui dépassent l'entendement. Sur Mayotte et sur le glyphosate, je dirais peut-être non, parce que les consommations de ce produit qui est un herbicide sont infinitésimales ici, sont extrêmement faibles. Les réalités biologiques ne sont pas du tout les mêmes. En revanche, ici, le sujet, c'est plutôt les insecticides. Et ma mission, en fait, n'est pas calée que sur le glyphosate, mais plus largement, quel que soit le produit. Ce qui compte aussi, c'est d'aider à l'éducation des utilisateurs. Parce que il y a des façons
informées et des façons mal informées d'utiliser ces produits. C'est comme si vous utilisez de l'eau de Javel dans votre cuisine. Si vous l'utilisez avec prudence et surtout vous n'allez pas la boire, c'est pas un produit dangereux, c'est un produit efficace. Mais si vous l'utilisez d'une manière malhabile ou inconsciente, ben vous pouvez vous détruire le corps. Si des progrès restent à réaliser concernant l'utilisation des produits phytosanitaires, Mayotte connaît une agriculture vivrière à échelle humaine. Un véritable avantage à l'heure où l'agriculture industrielle est vivement remise en cause. On était hier toute la journée sur des exploitations agricoles, je vais dire en montagne, enfin en pleine forêt. Eh bien, les exploitants qu'on a vus, enfin, ils ont une sagesse personnelle, un sens de l'observation de la culture, de la rotation de la culture, de la présence des insectes ou pas, qui est extrêmement développée. Et ils font des cultures combinées avec des produits qui peuvent s'entraider en quelque sorte dans la lutte contre l'insecte ou l'animal négatif. Et donc, il y a beaucoup de choses ici qui se font déjà, je dirais, instinctivement. Donc vous voyez, c'est à la fois une économie qui est peut-être moins favorisée parce que moins organisée, mais en même temps, la culture populaire ici est plus favorable, ainsi que la taille des exploitations qui, en étant beaucoup plus petite, est moins exposée aux ravageurs. À noter que depuis 2 semaines et pour encore un mois, les agriculteurs sont invités à venir déposer leurs déchets de produits phytosanitaires dans 2 points de collecte, à la mairie de Bandrélé et à la DRTM. Un mot de santé dans votre 19h. Depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, les tensions sont vives au sein du centre hospitalier de Mayotte. Entre syndicats et direction, le torchon brûle. Aujourd'hui, certains réclament ni plus ni moins que le départ de Catherine Barbezieux, la directrice du CHM. En effet, elle est accusée de faire fi d'un véritable dialogue social au sein de la structure. Écoutons plutôt un représentant syndical de la CFDT lors de la matinale de Queasy. Nous demandons un directeur. L'état d'aujourd'hui, nous demandons un directeur qui soit à la directrice. Il faut appeler les mots parce que nous constatons que le problème vient de là. Nous avons besoin d'un capitaine. Nous n'avons pas de capitaine qui navigue à vue. C'est pas ce qu'on a besoin. Nous avons besoin de quelqu'un qui fixe les objectifs et qui respecte les engagements pris dans les instances. On n'est pas là pour dire qu'il doit respecter ce qu'on dit, mais les engagements pris dans les instances doivent être respectés. Les objectifs fixés par les différents ministères doivent être traduits directement par rapport à des actions concrètes dans l'établissement. Ce n'est pas le cas. L'état actuel des choses, c'est la division et elle est en train de détruire toutes les différentes directions. Depuis sa nomination, on a perdu 4 directeurs qui n'ont pas été remplacés jusqu'aujourd'hui. Direction des affaires médicales, direction des qualités, des finances, ça fait déjà plusieurs mois que nous avons dit au conseil de surveillance, nous méritons d'avoir un directeur de finances à demeure. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment le parc naturel marin qui multiplie ses missions de police du lagon ou encore la visite de la pré-rapporteure du schéma d'aménagement régional. Au montage, Leslie Vimonet. La pré-rapporteure et conseillère d'État Hélène Venture, accompagnée de Florent Musard, est en visite cette semaine à Mayotte où elle a rencontré avant ses premiers rendez-vous le président Sobadine Ibrahim Ramadani, la première vice-présidente Fatima Soufou, la troisième vice-présidente Raïssa Andoum et le conseiller départemental en charge du schéma d'aménagement régional Nomani Ousseni. Le président du conseil départemental a rappelé que le SAR était un outil de mise en cohérence des grandes politiques publiques et d'utilisation de l'espace. Il en a résumé les termes ambitieux: un document d'urbanisme global, un projet de société et un modèle de développement social et culturel. Hélène Venture va rencontrer les principales forces vives de l'île durant 3 jours. Elle a parlé à propos du SAR Mayotte d'une démarche de concertation unique et novatrice. En 2021, après l'approbation par le conseil départemental, c'est le conseil d'État qui validera la démarche. Vendredi dernier, la délégation de Mayotte à Paris a accueilli Siaka Saïd Agossou, vice-président et correspondant du comité sportif mahorais de métropole. L'association souhaitait rencontrer la délégation afin d'envisager un accompagnement dans le cadre des événements sportifs qu'elle organise cette année, notamment le tournoi de football Mayotte, le grand tournoi 2020, et la participation de la sélection des mahorais de métropole au tournoi de football Dom Tom Cup 2020.
Le département assure accompagner le développement sportif mahorais, même en hexagone, à travers la fédération des associations recensées. La délégation propose également un appui logistique, tandis que ces nouveaux locaux peuvent accueillir les réunions de préparation de ces événements. Cette rencontre fut aussi l'opportunité de réfléchir à la meilleure façon d'animer ces grands rendez-vous où généralement les familles mahoraises se retrouvent pour faire des expositions de l'artisanat mahorais. Mercredi dernier, l'équipe du Parc naturel marin de Mayotte a encore multiplié les interventions pour expliquer la réglementation et sanctionner les contrevenants les plus rétors. En effet, selon l'institution, dans le secteur de la passe en S et du tombant des aviateurs, la chasse aux poulpes était très active et plusieurs individus ont rapidement détalé à la vue du navire du parc. L'un d'entre eux a été longuement sensibilisé et a remis son poulpe embroché à l'eau avant de quitter les lieux sans son matériel de chasse. 2 autres ont également été interpellés et remis à un équipage de la police aux frontières pour vérification de leur identité. Ces 2 individus venaient de collecter en action de nage et à l'aide de pics de fer pas moins de 55 poulpes pour un poids total de 43 kg, bien loin des 5 poulpes par jour et par personne, autorisés par l'arrêté. On termine cette édition avec ce nouvel exercice d'évacuation à la suite d'une vague de submersion marine qui a eu lieu ce matin du côté de Dembéni. Après Dzaoudzi en décembre dernier, la préfecture souhaite sensibiliser toutes les communes de l'Est. Objectif, inculquer la culture du risque à l'ensemble de la population mahoraise. Des sirènes vont notamment être installées afin que différents acteurs organisent leur propre exercice à l'avenir. Un sujet signé Daniel Dunon, Paul-Arthur Avit et Leslie Vumenet. 8 minutes. C'est le temps qu'ont mis tous les participants à l'exercice d'évacuation pour rejoindre un point en hauteur. Après Petite Terre en décembre, le travail visant à inculquer la culture du risque à la population s'est poursuivi ce matin à Dembéni. L'acculturation passe par une énorme campagne de sensibilisation, déjà que les gens prennent conscience qu'il y a un risque de tsunami à Mayotte. Tout comme on a peut-être un peu pris conscience du risque cyclone quand Belda est passé pas loin, on peut aussi avoir des séismes, vous l'avez vécu il y a un an. Donc il faut qu'on fasse comprendre que le tsunami peut arriver. Donc déjà, la première étape, c'est ça, avoir conscience du risque. La deuxième étape, c'est j'entends un signal, qu'est-ce que ça veut dire et quel est mon réflexe. Donc il va falloir qu'on explique à la population que tel signal égale l'arrivée d'un tsunami et que quand j'entends ce signal-là, par les sirènes, par tout autre réseau, on s'appuiera sur les mosquées, on s'appuiera sur beaucoup de vecteurs, j'évacue, je pars de chez moi et je monte. Et ça, il faut que ce soit un réflexe inné. Des sirènes vont être installées par le ministère de l'Intérieur dans les prochains mois, mais le travail de sensibilisation ne fait que commencer, l'adoption des bons réflexes pouvant prendre plusieurs années. Après, il y a un gros travail de fond, de distribution de plaquettes, de sensibilisation. On va énormément sensibiliser les nouveaux élus, les maires réélus ou élus. Donc on a prévu en avril de faire une journée d'information des maires. Et moi, directeur de cabinet, une de mes principales missions, ça va être la sécurité, mais aussi et surtout le risque sismo-volcanique et expliquer aux nouveaux élus ou réélus qu'il faut qu'ils sensibilisent leurs habitants. Donc on fera des réunions publiques dans toutes les communes, on ira dans les quartiers. Voilà, on a un immense travail devant nous, mais qu'on a initié maintenant. On l'initie par des exercices, on cible la jeunesse et puis on va étendre le spectre au fur et à mesure. Si l'État est le fer de lance de cette campagne de sensibilisation, de nombreux acteurs pourront réaliser des exercices à la fréquence de leur choix. On est tous acteurs de la sécurité sur ce point-là. Les chefs d'établissement peuvent faire des exercices. N'importe quel chef d'entreprise peut faire des exercices dans son entreprise. D'ailleurs, on a écrit en passant par le MEDEF et par les CCI, les chambres consulaires, mais on a écrit, on veut toucher aussi les chefs d'entreprise, les chefs d'administration. En fait, tout le monde peut faire un exercice tsunami ou volcan, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le risque sismique. Et parallèlement, le rectorat met un gros programme aussi dans les collèges, lycées et dans les écoles pour dire aux enfants, si ça tremble, voilà, il faut mettre sous votre table. Donc en fait, on a vraiment un gros travail et on associe tout le monde. Chacun est libre de faire des exercices. Il faudra que quand les sirènes sont installées, le réseau de sirènes, qu'on apprenne à la population quel est le signal et comment il faut réagir quand il y a ce signal. C'est pour ça qu'on anticipe déjà ces exercices pour qu'ils aient en tête que le risque de tsunami existe et que voilà, il faut évacuer sa maison quand il y a un tsunami qui arrive et il faut monter sur la hauteur. Séisme, cyclone, tsunami, les risques sont nombreux sur une île où plus de 80% du territoire est soumis à au moins un aléa. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci, nous restez fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.